monté une agence d'assistante virtuelle il y a 3 ans qui va faire environ 800 000 euros de CA cette année. Les clients ne me payent pas pour ce que je fais, ils me payent pour ce que je suis. Comment tu les recrutes, les assistantes ? Je travaille avec 5% des assistantes qui me contactent et je veux vraiment travailler qu'avec les meilleurs. Juste d'avoir du temps pour soi, c'est quand même mieux qu'avoir une tâche exécutée à la perfection. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui nous écoutent là ? Osez être vous-même. Magdalena, bonjour. On est trop contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast Trajectoire. Donc moi, je m'appelle Pauline Alessandra, je suis consultante en positionnement stratégique pour entrepreneurs et on fait ce podcast à deux avec Adri. Yes, moi c'est Adri, je suis COO freelance et experte en automatisation et scale. Et j'ai une première question pour toi, du coup. Madalena, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Je suis Madalena. J'ai monté une agence d'assistante virtuelle il y a 3 ans qui va faire environ 800 000 euros de CA cette année. J'ai une quarantaine de personnes dans mon équipe en freelance. À côté de ça, j'ai aussi monté une académie, une plateforme de formation pour devenir assistante virtuelle. Ok, donc tu as 2 business en même temps. Est-ce qu'on peut commencer par le premier, qui est ton agence ? Qui est mon business principal. Ouais, ton business principal. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton business model ? Comment tu gagnes en fait de l'argent ? Oui. Et comment ça fonctionne ? Donc j'ai longtemps hésité entre 2 modèles, l'apport d'affaires et la sous-traitance. J'ai choisi le modèle de la sous-traitance pour différentes raisons. La raison principale, c'est que les assistantes sont souvent en micro-entreprise. Donc, c'est difficile pour elles de me verser une commission parce qu'elles doivent payer des charges sur le chiffre d'affaires et non pas sur ce qu'elles gagnent. Donc, j'ai choisi un modèle de sous-traitance où les assistantes me facturent leur tarif horaire et moi, je rajoute ma marge et je refacture le taux horaire aux clients. Ça fait combien de temps que tu as monté ça ? 3 ans. 3 ans. Ok, et comment ça se passe très concrètement l'expérience d'un client chez toi ? Tu veux dire le parcours Ouais, le parcours client. entre le moment où il vient, il te contacte, il te dit j'ai besoin d'une assistante. Ok, donc toute l'acquisition, c'est via LinkedIn et le bouche à oreille. Okay. Une fois que le client réserve un call avec moi sur mon site, et c'est un call payant qui coûte 60 euros. Donc j'ai là un call, c'est un call de couverte où je sais que j'ai déjà validé le profil du client, j'ai déjà validé son budget, donc je suis pas trop là pour négocier, lui parler des différents tarifs, c'est vraiment de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider. Et chaque client est différent, et sur une centaine d'émissions, il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Je creuse pas trop, c'est pas vraiment un audit. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux plus faire, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire, qu'est-ce qui te prend trop de charge mentale. Mais les gens se sont assez en confiance avec moi, donc ils sont à l'aise, ils me parlent de leurs difficultés et moi je leur explique de façon très simple qu'on peut les aider, qu'ils peuvent déléguer ces tâches. Et même si souvent ça leur paraît impossible de pouvoir déléguer la gestion d'email, moi je les rassure et je leur dis... Ne vous inquiétez pas, on sait le faire, on l'a déjà fait plein de fois, ça se met en place petit à petit, je peux vous aider. Ok, donc la première étape, ils viennent vers toi, ils prennent rendez-vous, ensuite pendant ce rendez-vous, tu comprends leurs besoins, etc. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu vas chercher dans ton pool de... Ensuite, grâce à l'IA aussi, j'ai un cahier des charges, un peu donc les tâches qu'il voudrait déléguer, les outils qu'il utilise, le profil de l'assistante dont il a besoin, c'est peut-être quelqu'un qui parle plusieurs langues par exemple. Donc j'ai les critères, très souvent j'ai la personne en tête. Je sais qui va bien matcher avec le client, pas seulement au niveau des compétences, mais vraiment au niveau de la personnalité. Je vois quand quelqu'un est très chaotique, il a besoin de quelqu'un de très carré. Peut-être quand quelqu'un est très organisé, peut-être il a besoin de quelqu'un un peu plus créatif. Je vois si quelqu'un a besoin d'être rassuré, d'avoir quelqu'un de gentil, qui a un côté vraiment qui est là au quotidien, ou plus de quelqu'un qui va l'aider sur la stratégie, sur la prise de décision importante. Donc, il y a plus de caractère. Pour ça, je sais qu'il y a la personne qu'il lui faut. De plus en plus, je préfère présenter 2 personnes. Donc, j'ai une personne en tête, mais je présente quand même quelqu'un qui a un profil différent. Parce que souvent, le client aime bien choisir. Donc, je lui présente 2 personnes. Donc, lui, il fait les calls avec les 2 assistantes. Et puis, je reviens vers lui, je lui demande est-ce qu'il y en a une avec qui ça a matché ? Est-ce que tu as envie de commencer à travailler avec l'une des 2 assistantes ? Et là,
il a toujours quelqu'un en tête. Donc, parfois, il a besoin de quelques questions de plus. Donc, il m'appelle au téléphone et on choisit la personne. Et là, il signe le contrat, il signe un mandat bancaire. L'assistante aussi signe un contrat et la mission démarre parfois très, très vite, 24 heures, 48 heures après le call découverte. Ok. Et après, à ce moment-là, ça se passe vraiment entre l'assistante et le client, t'interviens plus? Ça dépend des missions. Comme aussi mon taux de marge, ça dépend des missions. Mon implication dans la mission et ce que je gagne sur une mission, c'est très variable. Ça dépend du profil de l'assistante. Est-ce que l'assistante est une junior ou l'assistante elle est quelqu'un d'expérimenté? Est-ce qu'elle maîtrise parfaitement la mission ou pas du tout? Si elle maîtrise parfaitement la mission, et c'est peut-être dans un domaine où moi je connais rien, par exemple si elle travaille pour des cabinets d'avocats ou pour un cabinet d'experts comptables, moi je sais que je ne peux pas aider. Donc là, je fais confiance à la personne. Après, je sais qu'elle travaille bien. Donc, je ne suis pas trop là, en fait, pour suivre la mission. Sur d'autres missions où il y a une assistante junior ou bien c'est une mission complexe, il y a plein de peut-être des choses qu'on n'a jamais fait. Là, je suis en coulisses. C'est-à-dire, moi, je suis en relation sur WhatsApp avec l'assistante. Donc, chaque fois qu'elle a une question, elle a quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle a une nouvelle tâche qu'elle n'a jamais fait, elle a besoin d'aide, de conseils, même juste un contact. Parfois, elle doit trouver un traiteur à Paris, donc elle me demande à moi. Donc, moi, je parle beaucoup avec l'assistante sur WhatsApp. Le client ne me voit pas. Parfois, il ne me voit pas du tout. Mais je compte changer. Cette année, j'avoue que j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit, au bout de 6 mois, qu'ils avaient commencé à travailler avec une assistante, ils se retrouvaient bloqués dans le sens qu'ils avaient délégué les premières tâches. Ça s'est passé bien, mais ils n'avaient plus d'idées, ils ne savaient plus quoi trop déléguer. Ils ont juste fait le step 1, ok, j'ai délégué ma facturation, mes devis, et bon, c'est sympa, c'est bien, mais sans plus. Et souvent, ils arrêtaient la mission juste parce que ce n'était pas non plus révolutionnaire dans leur business. Alors que moi, avec un call avec eux d'une heure sur la délégation, j'arrive à identifier des dizaines de tâches supplémentaires qu'ils pourraient déléguer. Je sais les rassurer, je sais leur expliquer comment ils peuvent déléguer ça. Et ça débloque beaucoup de choses, en fait. Donc là, je pense que je vais avoir un call de suivi tous les 4-6 mois avec les clients, juste pour voir où ils en sont au niveau des délégations. Alors, tu es quand même sur un marché, ce qu'on appelle biface, c'est-à-dire que tu as 2 types de clients. Tu as à la fois des assistantes et des clients finaux. Mm-hmm. Comment tu les recrutes, les assistantes ? Est-ce que c'est elles qui viennent à toi ou est-ce que c'est toi qui les repères ? Alors, j'ai eu les deux. J'ai été chercher des assistantes sur les réseaux sociaux, sur pas mal de sites internet dédiés. En fait, à un moment, je faisais 2 entretiens chaque semaine. J'ai cherché des profils et je les ai invités, je leur proposais un entretien, même s'ils ne me connaissaient pas. Et ça n'a pas marché du tout. Je vois que ça fait toute la différence et si c'est l'assistante qui vient à moi. Elle regarde mon contenu. Elle aime bien ce que je dis, elle aime bien ma façon de fonctionner, elle aime mon business, elle a envie de faire partie de mon agence. Et ça change tout, en fait, au niveau d'implication et de motivation qu'elle a. Qu'est-ce que tu recherches chez une assistante dans ton agence ? Est-ce qu'il y a des assistantes que tu ne prends pas parce qu'elles ne correspondent pas ou en termes de compétences ou en termes de valeur à ce que tu recherches ? Moi, je travaille avec, je pense, 5% des assistantes qui me contactent et que j'ai un entretien. Je suis de plus en plus même difficile, sélective, parce que je veux vraiment travailler qu'avec les meilleurs. Parce que c'est un plaisir énorme de travailler avec des gens moi je veux des personnes motivés, qui veulent apprendre, qui sont passionnés, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui écoutent des podcasts, qui même dans leur temps libre, en fait, comme moi, ils sont passionnés de ce métier. Et tu le vois, vraiment, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et tout ce qui est connaissances, outils, études, tout ça, pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. Alors, j'ai trop envie de te demander comment toi, tu es arrivée à créer cette entreprise et... Est-ce que tu as été assistante ? Et ensuite, oui, comment tu es arrivée d'abord en tant que freelance, en micro-entreprise, en tant qu'assistante virtuelle. Je suis tombée sur un article de la presse américaine qui parlait du métier de virtual assistant. Dans un moment de ma vie où j'étais vraiment perdue, j'ai cherché désespérément un CDI. Je venais de me séparer du père de mes enfants. J'avais les 2 enfants toujours avec moi et je devais trouver un métier qui me permette de vivre confortablement tout en restant à la maison avec 2 enfants en bas âge.
Et j'ai cherché sur toutes les plateformes du télétravail, de postes en CDI en remote. Je ne trouvais rien parce que je n'avais pas travaillé les 8 ans précédentes que j'ai passé à m'occuper de mes enfants. Je n'avais pas vraiment de diplôme, je connaissais personne, je n'avais aucun contact, quelqu'un qui puisse un peu m'aider. Je n'avais pas de solution. Et un jour, je tombe sur cet article qui parle du métier de virtual assistant en disant que c'était le métier parfait pour les mamans qui avaient besoin d'horaires flexibles, qui voulaient travailler depuis la maison. Et je me suis dit, c'est la révélation. Et là, j'écris sur mon CV, je suis virtual assistant depuis 3 mois, ce qui n'était pas vrai. J'ai écrit le jour et vraiment, je me suis visualisée, genre, c'est moi, je suis VA. Et j'ai commencé à chercher des offres pour virtual assistant. Il n'y en avait pas, le mot n'existait pas en France. Il y avait très peu d'assistantes indépendantes et se faisait appeler à l'époque télésecrétaire, secrétaire indépendante ou assistante blogueuse. C'est ça. La seule formation qui existait sur Internet, c'était pour devenir assistante blogueuse. Donc, assistante de quelqu'un qui a un blog. En fait, à la base, c'était ça. Après, c'est devenu assistante digitale. Et moi, je l'ai pris comme... c'était vraiment ma vocation. C'était évangéliser le marché et parler de ce métier. Et vraiment, mon rêve, c'était vraiment que toutes les mamans deviennent virtual assistant. J'ai eu de la chance, en fait. Je pense que très vite, j'ai compris que là où il y avait beaucoup d'offres et de demandes, c'était dans le digital. C'était chez les solopreneurs, c'était chez les formateurs, les personnes qui avaient des produits digitaux à vendre. J'ai trouvé des premières missions pour un start-up studio qui m'a introduit dans le monde des startups, de la tech. Et là, vraiment, je suis tombée amoureuse. Et je me dis, mais c'est dans ce monde que je veux travailler, où il y a tout à faire, où ça bouillonne, où il y a plein d'idées, plein de projets, plein de rêves à réaliser. Donc, j'ai enchaîné les missions. J'étais à 16 € de l'heure au début. Je pensais que ce que je faisais, c'était bien. Moi, j'adorais, mais que ça ne valait pas grand-chose d'aider les entrepreneurs à faire des factures, à répondre aux emails. Et petit à petit, je suis montée en confiance. J'ai commencé à travailler avec des clients de plus en plus gros et j'ai augmenté mes tarifs. La demande était tellement forte que en fait, j'étais obligée de refuser les clients. Et c'est là où, pour moi, ça a été comme une évidence que je devais monter une équipe. Et j'ai commencé à sous-traiter des tâches à une première assistante. Donc, j'ai commencé à travailler en binôme avec une première assistante, donc la seule personne que j'ai trouvée sur les réseaux, sur LinkedIn, qui parlait français et qui avait utilisé le mot virtual assistant. Et comme par hasard, c'était une fille qui habitait au Royaume-Uni parce que donc elle était plus à l'aise avec la culture anglophone. Et elle travaille toujours pour mon agence aujourd'hui. C'est la première personne que je me suis dit, attends, toi aussi, tu es virtual assistant, moi aussi. C'était incroyable. Donc, j'ai commencé à travailler avec elle. On s'est passé des missions entre nous. Et puis, une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième. Jusqu'à qu'à un moment, avant l'été, j'avais 40 freelance, 40 assistantes actives dans mon agence. Je n'ai jamais décidé de monter une agence, c'est vraiment arrivé tout seul. Incroyable. La question qui me vient, c'est que en fait, si tu as eu une augmentation considérable des demandes, c'est parce que les gens étaient contents de toi. Ouais. Comment tu fais aujourd'hui pour être sûr que le travail de tes assistantes est au niveau? Il y a la partie recrutement dont tu as parlé, mais est-ce que derrière tu contrôles aussi un petit peu ce qu'elles font Ce que font mes assistantes, c'est pas mon niveau, c'est mieux parfois et c'est différent. Moi, je ne suis pas la meilleure assistante, je n'étais pas la meilleure assistante, pourtant mes clients étaient vraiment toujours ravis de travailler avec moi pour la simple raison qu'ils aimaient bien ma présence en fait, ils aimaient bien m'avoir dans leur vie. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux assistantes et j'essaye même juste de le dire sur Internet, souvent sur Instagram, dans mes stories, je le dis, il y a peu de personnes qui comprennent ça. Les clients ne me payent pas pour ce que je fais, ils me payent pour ce que je suis. Une fois que tu as compris ça, en fait, tu as une confiance en toi, en fait, que justement, tu te dis, même si c'est pas parfait ce que je fais, oui, je fais plein d'erreurs, oui, je m'y connais pas, je connais pas tous les outils, mais c'est pas grave, je suis quelqu'un qui soutient le client, qui est là au quotidien, qui a envie d'apprendre, qui lui montre vraiment que je suis là pour l'aider, pour le voir avancer. Ce client, en fait, il peut plus se passer des temps, en fait. Et donc, c'est ça que c'est le message que j'essaie de passer à mes assistantes, vraiment travailler aussi votre personnalité, vos soft skills et pas juste le nombre d'outils que vous maîtrisez. Et aussi le métier d'assistante, il est tellement polyvalent. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais que mes assistantes savent
faire. Par exemple, au niveau des process, au niveau de dashboard Notion, même au niveau de la compta. Moi, je n'ai pas trop de notions en pré-compta, donc je fais confiance à mes assistantes. C'est-à-dire, moi, mon travail s'arrête au moment où je choisis la bonne personne, je l'ai sélectionnée. Grâce à mon intuition aussi, voilà, je pense que j'ai aussi un talent pour ça, j'ai choisi la bonne personne. Et après, je lui fais confiance. Je sais qu'elle va faire ce qu'il faut. Et si elle a des petites difficultés après au quotidien, ça, il n'y a pas de souci, je suis toujours là pour l'aider. Ok. Et ton business model, en fait, c'est une manière déjà très scalable, tel qu'il est. C'est-à-dire que tu pourrais accepter encore beaucoup plus de clients. Est-ce que tu te vois là, en 2025, faire x2 sur le nombre de clients et le nombre d'assistantes? Est-ce que c'est ça le plan? Oui, alors j'arrête pas de changer d'avis sur la question. Pour moi, c'est pas vraiment un modèle scalable parce que ça reste un modèle humain. Donc c'est dur de scaler l'humain parce que justement, non, à chaque fois, tu dois aller recruter de nouvelles personnes. Moi, j'ai envie de faire 1 million de chiffre d'affaires. Je ne sais pas à quel moment ça va arriver, c'est pas grave. Je sais que ça va arriver. Dès que j'ai fait 1 million, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est avoir une petite agence, plus petite, moins de monde, mais vraiment avoir une offre premium et avoir vraiment les top assistantes du monde et vraiment même travailler à l'international avec 10-15 assistantes, mais avec des forfaits à, je sais pas, 10 000 € par mois par client. Et mais vraiment être, je sais pas si tu connais Donna dans le Sud. J'ai pensé à ça de suite. Moi, je rêve de ça, mais parce que c'est pas est-ce que c'est le meilleur modèle business, est-ce que c'est comme ça que je vais gagner le plus, c'est juste que déjà, ça n'existait pas. Je rêve de faire quelque chose qui n'existe pas. Et vraiment, je suis dingue. Enfin, de travailler avec des personnes comme ça au quotidien, qui accompagnent les plus gros entrepreneurs du monde. Mais je trouve juste ça dingue, en fait. J'aimerais trop. Est-ce que tu as envie d'être celle qui va me placer les futures assistantes de Beyoncé ou des grands entrepreneurs américains ou... Moi, j'aimerais. Après, tout dépend, parce qu'après, je n'ai pas l'expérience. Donc, par exemple, j'ai eu de mauvaises expériences avec des gros clients internationaux. Donc, est-ce qu'après, je vais aimer travailler avec des clients de la jet set? Peut-être pas. Donc, je verrai. C'est plus avec qui j'ai envie de travailler. Essayer, voilà, avec des assistantes qui ont envie de faire des choses, qui ont des gros rêves, qui ont beaucoup d'ambition. Après, pour quel type de clients? Souvent pour des clients qui ont des budgets, mais dans quel domaine? Je ne sais pas. Après, malheureusement, ça me fait rêver, par exemple, quand Leila Hormozi poste une annonce comme quoi elle recherche une assistante. Donc, je regarde ce qu'elle recherche, je regarde les profils voilà, qu'elle recherche. Souvent, en fait, c'est du présentiel. Même assistante personnelle d'un acteur d'Hollywood, souvent, c'est une assistante qui est là au quotidien avec toi tous les jours. Et malheureusement, l'assistante qui accepte de mettre sa vie de côté pour servir son client, c'est pas les plus ambitieuses, c'est pas celle qui a envie d'aller loin dans l'entrepreneuriat, c'est pas le profil d'assistante que j'ai chez moi. Alors tu peux nous expliquer les différents types d'assistantes qu'il existe, parce que je sais qu'il y a les personnelles assistantes, les administratives assistantes. Ouais. Comment tu segmentes, est-ce qu'elles font toutes tout? Non. Ou voilà, c'est vraiment, moi j'ai des assistantes qui font que du management de podcast ou de YouTube. Okay. Et c'est des assistantes virtuelles. Il y a des assistantes virtuelles, moi j'en ai pas, mais qui gèrent des blogs, des newsletters et des Pinterest, par exemple, ou de l'e-commerce. Moi je dirais, il y a 3 grands groupes. Tout ce qui est administratif et back-office d'une entreprise. Après, il y a tout ce qui est marketing et digital. Donc là, ça va être aussi les tunnels de vente, de la gestion de SAV, de sites de e-commerce, de communauté payante, formation en ligne, mise à jour des sites internet, outils même, je dirais tout ça, cette partie. Et après, il y a la partie perso, où vraiment là, c'est des assistantes qui gèrent la vie personnelle de CEO. Activités pour les enfants, repas à la maison, événementiels, voyages, vacances, mutuelles, déménagements, shopping, cadeaux, tout ça. Et chaque personne a sa spécialité, mais j'imagine peut aussi interagir. Je dirais que toutes les assistantes se connaissent un minimum en tout ce qui est gestion d'email administratif. Ouais. Après, ça dépend de la personnalité et des passions. Et moi, j'ai des assistantes qui sont vraiment passionnées par exemple, le podcast, la vidéo, donc, ou la photographie. Donc, ils veulent travailler dans ces domaines. L'événementiel aussi, pour moi, il faut être vraiment passionné. C'est très, très dur. Donc là, j'ai des assistantes passionnées qui ont l'expérience et les compétences pour gérer des gros événements. Et
Assistante perso aussi, c'est vraiment c'est une vocation, je dirais. Moi, j'étais assistante personnelle. J'adore ça. Mais c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde. J'ai une question beaucoup plus concrète et terre à terre. C'est quoi les outils que tu utilises, toi, pour gérer VA World aujourd'hui? Mon stack d'outils, c'est cal.com pour le réseau de call payant, Stripe pour prendre le paiement, donc tout ce qui est facture, Penny Lane, et Conto comme compte en banque, Usign pour les contrats. Et ensuite, des assistants IA, Fixer.ai et Nuta pour m'aider à tout ce qui est transcription des calls. J'utilise beaucoup ces outils. J'utilise l'IA tout le temps. J'ai quitté ChatGPT pour Claude.ai. Vraiment, j'aime beaucoup. J'utilise pas Notion, j'utilise Coda. Donc, toute mon agence est gérée sur Coda. J'ai développé donc, cet outil sur mesure. Coda, c'est comme Notion, mais plus poussé. Et j'ai beaucoup d'intégration, d'automatisation dans Coda. Donc, c'est un outil que j'ai développé sur mesure pour mon agence, où j'ai toutes les missions en cours. Donc, à tout moment, je peux savoir combien de missions j'ai, qui fait quoi, quelle assistante fait quoi pour quel client, combien elle va me facturer à la fin du mois, combien moi je dois facturer au client à la fin du mois. Donc toutes tes assistantes, elles font leur suivi de tâches demandées par les clients sur Coda aussi? Non, j'ai essayé et malheureusement, vu que les clients demandent quand même d'utiliser leurs outils, souvent donc ils ont déjà un dashboard à remplir sur Asana ou sur le Notion du client, je ne vais pas rajouter une tâche. Donc je demande juste un reporting, c'est-à-dire elles ont peu importe l'outil, Clockify, Toggle, elles font quand même un tracking de leur temps et de ce qu'ils ont fait en fait pendant ce temps. Et donc moi je demande juste ça. Mais je demande le nombre d'heures et à peu près savoir qu'est-ce qu'ils font dans la mission, en fait, les grandes lignes de la mission. Et après, elles ont leur page, leur espace dans Coda où elles mettent leurs factures, leurs heures, leurs vacances aussi. Les parties en vacances, je veux le savoir, même si elles sont freelance. Mais j'ai peut-être besoin de prévenir le client, de voir si c'est OK côté client. Voilà, je gère beaucoup de choses sur Coda. C'est un outil qui m'aide beaucoup. Comme moi, je ne suis pas très process, je ne suis pas très outil, mais je suis arrivée à la fin de l'année dernière où vraiment, je faisais trop d'erreurs. Au niveau de la facturation, ça faisait pas... Le client commençait à perdre confiance parce que une fois, je facture 2 heures, en fait, elle a travaillé 8 heures, donc c'était un peu compliqué. C'est là que je me suis dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'avoir la data, en fait. Voilà, c'est là que j'ai développé cet outil, ça a pris quand même 6 mois et un gros budget, c'est 10 000 € à peu près en tout. Ah oui, quand même, ok. Ouais. Et donc sur cet outil, tu fais de la gestion de projet, en fait, du suivi. Est-ce que tu as aussi documenté des tutoriels pour les VA qu'elles puissent se partager, par exemple? Je devrais le faire. Il y a tellement de sujets. Enfin, il faut voir que c'est vraiment le métier le plus polyvalent du monde. J'ai l'impression on fait et tout. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé la VA Academy avec Diane. C'était vraiment pour avoir un endroit, plein de channels, plein de sujets différents, où petit à petit, on pourra mettre des vidéos et avoir vraiment des canaux de discussion sur tout ce qui peut se faire au niveau de la gestion, même juste de la gestion des factures. C'est un sujet énorme et qui change tout le temps en plus. J'ai essayé de créer une plateforme pour ça, où c'est pas moi qui va faire le tuto et écrire des process et des conseils surtout. C'est peut-être aussi les assistantes qui vont alimenter en fait cette base de données. Ok, tu peux nous partager un petit peu ta vision justement sur la VA Academy? Alors, ça a commencé en fait tout simplement, c'est pas vraiment, moi j'ai pas envie de changer de business, j'adore ce que je fais avec l'agence. Je suis même pas sûre que ça soit un business, ça serait rentable. Je l'ai vraiment ouvert parce qu'il y avait une demande sur le marché. Tous les jours, je recevais des messages d'assistantes qui me demandaient j'adore ce que tu fais, comment je peux devenir assistante. Et je n'avais clairement pas le temps de les former en one-to-one. J'ai un call de coaching, mais ça coûte 300 €. Et des assistantes, voilà, elles n'avaient juste pas le budget. J'ai eu quelques calls, mais c'était clairement pas la majorité des assistantes qui pouvaient se payer, qui avaient même juste le mindset. Ils sont pas trop dans l'entrepreneuriat et en call à 300 €, ça leur paraît complètement fou. Et donc j'avais des demandes et vraiment ça m'embêtait de leur dire je peux pas t'aider. Et je leur disais souvent va chercher du contenu gratuit sur internet. Moi c'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai eu ce truc pendant longtemps où je me disais mais déjà le fait que tu me demandes à moi de t'apprendre, c'est que t'as pas compris. Moi personne m'a rien appris. Tu vas débrouille-toi, va sur internet.
cherche sur Google Virtual Assist, tu trouves, il y a plein de contenu, du contenu que tu peux regarder. Et à un moment, voilà, j'ai compris que non, c'est pas tout le monde est comme moi. Il y a énormément de personnes qui ont besoin d'être accompagnées pas à pas. Elles ont besoin qu'on les prenne par la main, lui explique voilà ce que c'est le freelance, voilà comment tu ouvres ta micro-entreprise, voilà comment tu vas faire ta première facture. Moi, j'ai pas ça, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi quelqu'un aurait besoin de quelqu'un qui lui explique ça. Mais la majorité des personnes sont comme ça. Et donc, j'avais envie de créer un endroit où elles puissent poser toutes les questions. Et après, j'ai connu Diane, qui travaille avec moi dans l'agence, qui est une très bonne assistante. Je crois beaucoup à elle. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Et je lui ai parlé du fait que je trouvais que les formations pour devenir assistante, c'était un peu une arnaque, parce que c'est pas un métier que tu apprends comme ça en 10 vidéos. Et déjà, quel est ton profil d'assistante? Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, j'ai rêvé d'avoir une formation un peu à la carte. Où genre, moi, je vais être une assistante qui gère l'Instagram, mais aussi, j'aimerais faire des pitchs pour des levées de fonds et pouvoir se former sur plein de sujets différents qu'on peut être amené à gérer en tant qu'assistante. Donc, c'est ça que j'espère faire petit à petit avec la VA Academy. Et tu les fais travailler sur les soft skills aussi? Sur quel type vraiment de compétences humaines il faut aussi réussir à développer? La patience, J'en parle. Est-ce que je les forme sur ça? Très sincèrement, je ne saurais pas comment... Tu les sensibilises peut-être, au moins, ouais. Et c'est un mélange des deux, c'est de la technique et un peu d'humain. Ouais. Et quand on n'est pas assez bon humainement, c'est qu'on n'est peut-être pas fait pour le métier? Déjà, avec l'agence, il n'y a aucune chance que tu puisses travailler dans mon agence. Mais même, est-ce que toi, tu auras envie de travailler avec quelqu'un qui, humainement, c'est moyen, tu vois. Malheureusement, je les invite à travailler sur elles-mêmes, en fait. Mais moi, je ne peux pas trop les aider sur ça. Ouais. Très clair. Tu as parlé de Coda, donc outil pour gérer, suivre les tâches, les projets, etc. Tu as parlé d'IA aussi. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de la place qu'occupe aujourd'hui l'intelligence artificielle et les automatisations dans ton business? Alors, même avant de créer les premières automatisations, pour moi, c'est important de simplifier les choses et essayer d'y passer le moins de temps possible, d'avoir le moins de soucis possible, d'emmerde possible, en fait, en réalité. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de choses en place. Par exemple, le forfait minimum par mois. Et je facture à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, ce forfait minimum 800 € hors taxe par mois pour 10 heures, je le facture le premier du mois, pour le mois en cours. Et je ne vais pas attendre que le client me paye, je vais me servir chez le compte en banque du client, je le fais par mandat bancaire sur GoCardless. Et j'adore ça. Donc déjà, ça a tout changé. Il y a plus trop de relance, de suivi, tout ça. Donc déjà, ça, tu vois, c'est pas une automatisation, mais déjà avoir des outils qui te simplifient la vie. Déjà, je trouve que c'est super important. Coda, il y a beaucoup d'automatisation, d'intégration déjà dans l'outil. J'appuie sur un bouton pour envoyer un email à l'assistante pour lui dire qu'elle n'a pas mis la facture sur Coda ou qu'il y a un document qui manque. Ou juste j'appuie sur un bouton, il y a par exemple un canal Slack qui est créé entre le client et l'assistante en automatique. Donc j'ai plein de choses que je peux gérer comme ça. J'ai l'IA, j'utilise beaucoup pour les calls clients. Je n'ai pas pris de notes à la main depuis des années. C'est vraiment l'IA qui fait tout et moi j'adore parce que je peux vraiment être concentrée dans le call. Vraiment, je pense que je suis forte parce que je suis vraiment à l'écoute, parce que je ne pense à rien, parce que je sais qu'Ilia va prendre des notes à ma place. Et tous les outils qu'il cite, je n'ai pas besoin de les noter, il y a quelqu'un qui va les faire à ma place. J'adore ça. J'ai une IA qui me prépare tous les drafts de mes emails, qui me range mes emails aussi en sous-dossier. Moi, j'adore l'IA aussi pour négocier par email, par exemple. Quand un client veut négocier un nouveau forfait ou de nouvelles choses, tout ça. Et moi, je veux être ferme dans ma réponse. Et j'utilise l'IA, elle me fait des réponses de dingue. J'adore. Ouais. J'utilise pour tout, pour mes présentations, pour ma création de contenu, pour donner de nouvelles idées. Vraiment, j'utilise ça pour tout. Et est-ce que, pour moi, c'est un avantage, c'est-à-dire maîtriser l'IA en tant qu'assistante virtuelle. C'est vraiment un énorme avantage parce que
c'est un métier où vraiment qui peut évoluer. En fait, peu importe, tu vois, à la base, c'était la secrétaire qui était là pour répondre au téléphone au bureau, qui évolue en assistante, qui après s'occupe de ton perso, qui s'occupe de tes outils. Aujourd'hui, j'ai des assistantes qui maîtrisent Make, qui automatisent toute ta life. Et en fait, une assistante comme ça, qui est polyvalente, parce qu'elle veut ça, elle veut pas se spécialiser, qui maîtrise plein de sujets différents, ben, je trouve que c'est super que la demande elle va être toujours très forte pour des profils comme ça. Mais j'ai l'impression que tes assistantes, elles sont de plus en plus avancées techniquement ou dans tous les enjeux un peu, tu vois, notamment du numérique. Quelle différence tu fais avec un OBM, par exemple, ou une OBM, qui est le Online Business Manager? Est-ce qu'à la fin, l'assistante, elle ne devient pas un peu OBM? Il y en a, oui. Il y a des assistantes qui font un boulot d'OBM sans changer de titre. Il y a des OBM, pour moi, qui sont des assistantes, mais qui se font appeler OBM. J'ai un peu les deux. C'est pas la majorité. La majorité de mes assistantes sont quand même dans l'opérationnel, adorent leur métier d'assistante, elles veulent rester assistantes. J'ai quelques assistantes qui, au bout de 2 ans, 3 ans, s'est formée pour devenir OBM et qui aujourd'hui est OBM. Il y en a même une qui a monté une agence d'OBM, qui avait commencé en tant qu'assistante avec moi. C'est quoi qui les différencie en fait? Comment on comprend la différence entre l'un et l'autre? Moi, toutes celles qui sont devenues OBM, c'était toutes des assistantes qui à un moment, elles en ont eu marre. En fait, elles disaient, ce que je fais, c'est pas un boulot d'assistante. En fait. Elles voulaient plus se faire appeler assistante et ils ont dit, ouais, je suis dans la stratégie, j'aide le client à gagner beaucoup plus d'argent, en fait. Donc, je suis pas dans l'opérationnel, en fait. Je suis dans la stratégie. Et donc, ils ont voulu mettre un mot sur ça, un titre sur ça, donc ils se sont formés. Mais ils le faisaient déjà avant, en fait, avant de se former. C'est aussi une question de passion. Une assistante qui veut monter en compétences et aller plus dans une vision macro, en fait, du business du client. C'est pas la majorité de mes assistantes qui ont ça. Moi, souvent, les assistantes, juste, elles deviennent un peu top VA ou manager de VA. Donc, en fait, elles aiment bien, par exemple, être là en début d'émission, quand il faut créer les process, trouver les tâches, créer des routines. Et après, une fois que justement, ça devient que de la routine, bah là, on fait rentrer une autre assistante, en fait, qui est plus là sur le long terme et qui aime bien être là en début d'émission, quand il y a des choses à mettre en place, quand il y a le poste à créer de l'assistante, en fait. Mais dès que le poste est créé et qu'il a juste la même chose à faire toutes les semaines, là, un autre profil. On met un autre profil. Et il y a des profils qui adorent ça. Et moi, j'ai des profils d'assistantes qui ne travaillent que 15 heures par semaine. Elles veulent faire que du régulier, pas de call, pas d'urgence, pas d'imprévu, pas de choses, pas de responsabilité, en fait. Elles veulent un boulot tranquille parce que peut-être elles sont focus sur un autre projet, peut-être parce qu'elles ont des enfants en bas âge, elles ne veulent pas trop de responsabilité, elles veulent faire un job tranquille. J'en ai plein comme ça, elles sont super et elles ne veulent pas plus. Celles qui veulent plus, c'est très bien parce qu'il y a plein d'options après, d'évolution du poste. Moi, je dirais que les assistantes qui deviennent OBM avec moi ne comprennent pas forcément au début, c'est que OBM, il faut être capable de trouver des clients. Assistante, en fait, parfois, tu trouves surtout avec mon agence, tu trouves le bon client, parfois, tu gardes les mêmes pendant des années. Et donc, j'ai beaucoup d'assistantes qui ne maîtrisent pas du tout l'acquisition de clients. Quand tu es BM, tu dois la maîtriser, en fait. Il y a plus de missions ponctuelles, et tu accompagnes un client pendant quelques mois, mais après, tu dois en chercher un autre. Des plus de gros budgets, tu dois montrer ta valeur, tu dois savoir bien communiquer, bien, en tout cas, prospecter, en tout cas, savoir trouver des clients. Ouais, c'est une énorme différence, en tout cas. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'assistantes qui veulent avoir un rôle un peu plus, où ils se sentent plus valorisées. Moi, je n'ai pas ce problème. Pour moi, assistante, c'est le plus beau boulot du monde. Donc, pour moi, il n'y a rien de mal ou de dégradant dans le fait d'être assistante. Au contraire, moi, toute ma communication, c'est vraiment... J'ai des assistantes qui gagnent... il existe des assistantes qui gagnent 5K par an. Donc, il n'y a rien de mauvais. Et on adore ça. Et on adore avoir un métier varié. Et on adore faire plein de choses différentes. On ne veut pas se spécialiser. Si quelqu'un veut se spécialiser, se sentir plus valorisé dans son rôle, dans ce qu'elle fait, pourquoi pas se former, devenir OBM, devenir même COO, freelance, tout ça. C'est juste comprendre que c'est pas juste ce que tu fais et le titre, c'est vraiment, il y a plein d'autres compétences c'est un autre métier, à en fait. maîtriser. Tu peux commencer par être assistante virtuelle, mais à un moment donné, il faut vraiment monter en compétences et aussi en mindset pour réussir à changer de métier, en fait, tout simplement. Tout à fait. Moi, j'ai une question qui me vient là, en t'écoutant.
c'est que pour moi, le métier d'assistante ou d'OBM, on est, quoi qu'il arrive, dans une posture de ce qu'on appelle l'intégrateur. Je sais pas si ça te parle, le binôme visionnaire-intégrateur. Et ce que je trouve marquant quand je t'écoute parler, c'est que j'ai l'impression que toi, tu as un petit peu les deux. Mais je sais pas, je voulais te demander comment tu te positionnes sur cette grille. Je suis vraiment visionnaire. Et moi, je dois travailler avec des assistantes parce que j'ai besoin d'assistantes. Je ne peux pas entreprendre sans top assistante intégrateur. Ok, donc tu as été intégratrice quand même quand tu as été assistante au départ. J'ai l'impression que, franchement, je suis pas... Est-ce que tu n'es pas une visionnaire qui a fait un business sur les intégrateurs en fait? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Parce que j'avais ce besoin et en fait, j'ai vu qu'il y a plein de personnes comme moi. Et moi, c'est pour ça aussi que j'adore travailler avec des clients visionnaires. Et parce qu'on a tous ce même besoin d'intégrateurs, en fait. Ouais, il y a un manque sur le marché, on est d'accord sur le nombre d'intégrateurs. J'ai peut-être une dernière question à te poser qui serait justement, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui nous écoutent là pour qu'ils prennent conscience de ce besoin d'intégrateurs? Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, moi je vois, qui sont débordés, mais qui pour autant délèguent pas, en fait. Je dirais que c'est une prise de conscience, c'est-à-dire avouer que, en fait, c'est pas parce que vous avez besoin d'aide que vous n'êtes pas un top. Enfin, arrêtez de penser que justement que vous pouvez tout faire, qu'il y a que vous qui savez bien faire les choses, que vous avez besoin de personnes et que vous faites juste que vous gérez trop bien votre business. Parce que moi, vraiment, j'ai vu que personne maîtrise en fait, à 100% son business. On a tous besoin d'aide et on a juste besoin de plus le dire et justement ne pas se cacher derrière le titre « Je suis CEO d'une start-up ». Et c'est dire que oui, les plus visionnaires, les plus talentueux, ceux qui ont des grandes idées, des grands rêves à réaliser, les plus visionnaires, ont tous besoin de quelqu'un derrière qui s'occupe, qui encadre, qui met des règles. Et quand vous avouez que vous avez besoin de cette personne et vous le reconnaissez, mais après, votre business ne peut évoluer dans une bonne direction. Et quand tu as des clients qui sont un peu contrôle fric, comment tu fais? Dans ma conférence que j'ai donnée il y a 2 jours, je parlais justement des freins à la délégation, des peurs. Ça fait partie. Donc le perfectionnisme, aussi cette envie de contrôle. Alors pour ceux qui ont peur de lâcher le contrôle, mon conseil c'est il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire vous faites et vous avez juste une assistante ou une autre personne qui vous regarde faire. Et vous dites rien, juste vous montrez ce que vous faites par des Loom ou en présentiel. Et après, vous faites ensemble. Donc la personne est là, à côté de vous, ou en tout cas, il y a plein de suivis, des échanges au quotidien. Et il y a toute une phase, que ça peut durer des mois et des mois, où vous êtes ensemble. Et après, quand vous sentez que, peut-être vous vous rendez compte qu'elle le fait bien, souvent mieux que vous, là, vous la laissez faire. Et c'est comme ça. Et après, ça va mieux. Et, après, et aussi, j'insiste sur le fait qu'une tâche... Alors, moi, j'ai expliqué la règle de 10-90. En fait, vous pouvez rester là dans la phase de idéation en fait, d'un projet. Après, vous déléguez le 80%. Mais vous êtes là à la fin pour donner un feedback constructif, pour modifier s'il y a des choses à modifier, pour valider ou pas la tâche, le projet. Et comprenez que même ça, par exemple, vous êtes là les premiers 10%, les derniers 10%, c'est-à-dire que vous déléguez à 80% quelque chose. Quelque chose qui a été délégué à 80%, et quelque chose qui n'est pas parfait, qui ne sera pas jamais parfait à 100%, c'est quand même mieux de tout faire soi-même et de ne plus avoir de vie et de passer, de vouloir... du coup, d'être tellement... En fait, qu'est-ce qui est mieux? Être submergé par le business parce que c'est moi qui veux tout faire et c'est moi qui sais faire les choses et que je ne peux pas déléguer cette chose parce que personne le fera mieux que moi, ou déléguer quelque chose à 80% et c'est dire que c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose de fait à 80% que de tout garder à 100%. Et il y a cette phrase, cette citation qui dit, vous savez, qu'est-ce qui est mieux de quelque chose qui a été fait à 100%, c'est juste d'avoir du temps pour soi. C'est quand même mieux qu'avoir une tâche exécutée à la perfection. Les erreurs, c'est... Et plus, les erreurs, mais moi, je ne comprends pas les gens qui deviennent fous quand il y a quelqu'un dans l'équipe qui fait une erreur. Mais c'est tellement rien du tout, en fait, une petite erreur. Même, moi, je fais des erreurs de dingue, mais même quand j'ai facturé 2 fois plus, je me suis excusée, j'ai remboursé. Voilà, c'est passé nickel. Il n'y a rien qui est grave. Mais vraiment, les erreurs où vraiment on perd 50 000 €, ou on perd un client à cause d'une petite faute qu'on a fait sur Asana, mais limite, ça n'existe pas, en fait. C'est super rare.
Donc déjà, être cool avec ça, les erreurs, c'est pas grave. Vous n'allez pas ruiner votre business parce que votre assistante a envoyé l'email au mauvais client. Oui, le perfectionnisme, c'est ça. Dites-vous que quelque chose qui est fait de façon efficace et bien fait, c'est pas aussi bien que parfait, mais c'est quand même déjà très bien. Et ça peut beaucoup, beaucoup vous soulager au quotidien. Quelle leçon. Non, mais bon, pour le coup, je pense qu'il y en a pas mal qui vont prendre des claques avec, avec cette leçon de délégation. Écoute, on arrive à la fin du podcast. On a une petite tradition, c'est qu'on termine avec 5 questions qui sont 5 dilemmes, en fait. Ok. Alors, premier dilemme, si tu devais, là, dans ton business, perdre WhatsApp ou Coda, du jour au lendemain, en un claquement de doigts. WhatsApp. Ok. Pourquoi ? Très facile. Parce que j'ai tout... déjà, parce que Coda, il y a beaucoup plus de données et de data dont j'ai besoin pour faire des analyses sur mon business. Mais surtout parce que WhatsApp, j'ai tous les numéros de téléphone dans Coda, de mes clients, mes assistantes. Donc, en 2 secondes, je peux télécharger Telegram et recommencer. Ouais, d'accord. Nickel. Deuxième question. Qu'est-ce que tu préférerais faire entre... Et c'est là tout de suite, là tu sors et tu dois le faire. Ok. Organiser un déplacement présidentiel Ouais. ou organiser le shopping de Beyoncé. Le shopping. Le rêve. C'est vrai ? Ouais. Trop cool. Et pareil, tu vois, je me dis, même si on va pas le maîtriser à la perfection, parce que qu'est-ce que j'en sais, tu vois, je sais même pas quelles seraient les étapes à prévoir, mais qu'est-ce que je kifferais le faire. Mais le précédent aussi, j'aimerais. Mais surtout, là aussi, tu vois, je me dis, même si on fait des erreurs, mais ça serait tellement kiffant et on apprendrait tellement des choses, mais moi, j'ai pas de peur, en fait. Ouais, trop bien. Trop bien. Bon, la prochaine, elle est un petit peu plus salée. Qu'est-ce que tu préfères entre demain retourner au salariat ou tu restes entrepreneur, mais tu ne peux plus jamais prendre de vacances? Non, en fait, je n'ai même pas à réfléchir. En fait, je n'ai même pas besoin d'écouter la deuxième partie de la question. Moi, jamais je trouverai dans le salariat. Après, je n'ai pas une grande expérience. J'ai juste 2-3 CDD. Mais je suis 100% unemployable. Genre, je ne peux pas travailler dans le salariat. En fait. Ok. Et travailler dans ce que tu aimes faire comme moi, tu as l'impression d'être un peu en vacances, quoi. Ouais. Trop bien. Autre question. Est-ce que tu préfères passer une journée sans Internet ou une journée sans boire d'eau potable? Sans Internet. Ouais. Tu peux vivre sans Internet? Attends. Le dilemme. Alors, moi, je passe souvent des journées sans Internet. Ça, c'est OK. Est-ce que je préférerais? Ouais. Oui, enfin, oui. Aucun problème. Internet. Ouais. Oui, et même, je veux en faire plus. Je veux avoir plus de journées sans Internet. Réussir à déconnecter et avoir du Ouais. temps pour toi, vraiment, quoi. Sans... Ouais. Je vais faire à Thibaut une boîte où on met le téléphone dedans et on met le timing en fait, pour ne plus l'utiliser. Mais ça, encore, le téléphone, j'y arrive de temps en temps à le faire. J'ai des apps qui me bloquent des applications. Mais moi, ce que je me rêve vraiment, c'est sans Internet, sans écran. Avoir des journées entières sans écran. Je trouve que au niveau de la créativité, mais vraiment dans ma tête, ça il y aurait des gros booms. Très clair. Et dernière question, plus inspirationnelle. Imaginons que tu as le choix d'afficher le message que tu veux sur la Tour Eiffel en grand, aux yeux de tous. Qu'est-ce que tu voudrais écrire? Ça peut être un message ou un symbole, tu vois, même un logo éventuellement, un objet, photo, une image, peu importe. J'écrirais « Osez être vous-même », en fait. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment me passionne dans la vie. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans cette vie, c'est aider les gens à oser être eux-mêmes, à suivre leurs rêves, à oser en fait être libre. Vraiment, en fait, pour moi, je dis toujours que ma valeur principale dans la vie, c'est la liberté. Et les gens, souvent, ne comprennent pas ce que je veux dire par là. Ils pensent que liberté, c'est la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Non, c'est vraiment la liberté d'être moi-même, en fait. Pour moi, c'est le plus grand bonheur dans la vie et c'est ce que je souhaite vraiment à l'humanité entière. C'est le mot de la fin le plus incroyable qu'il y ait eu sur C'est ce podcast. ouais, depuis c'est le le début, donc merci beaucoup. Un grand merci, Magdalena. Merci.